Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La France revoit sa stratégie d'intervention au Sahel. Après son retrait du Mali, l'armée française offre désormais d'intervenir en soutien et non plus en substitution des armées locales. Vent d'espoir chez les commerçants et consommateurs au Mali après la levée des sanctions de la CEDEAO qui ont fait grimper les prix à défaut de rendre rares les denrées. Beaucoup caressent à présent l'espoir que les choses reviennent à la normale. Nous suivrons leur réaction dans ce journal. Ici aux États-Unis, nous reparlons de la politique migratoire de Joe Biden et des changements attendus dans la façon dont le pays traite les migrants le long de sa frontière sud. Ceci après des décisions de la Cour suprême. Et si vous êtes amoureux du cinéma, nous vous invitons à faire avec nous un voyage au Togo pour le coup de grâce du réalisateur togolais Steven Haff. Une production cinématographique aux allures hollywoodiennes. On vous le disait hier, les dirigeants ouest-africains ont levé dimanche à Accra au Ghana les sanctions commerciales et financières décidées en janvier contre le Mali au cœur du Sahel, théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020. Et à mai 2021, aujourd'hui, davantage des secteurs de la société malienne expriment leur satisfaction, y compris les dirigeants militaires. Ginny Niwa raconte. Pour l'élection du président de la République, le premier tour... Les colonels au pouvoir ont cédé à des exigences de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en publiant récemment une nouvelle loi électorale et un calendrier prévoyant notamment une élection présidentielle en février 2024 lors d'une transition limitée à 2 ans. Au grand marché de Bamako, la réaction des commerçants et consommateurs face à la levée des sanctions de la CEDEAO ne s'est pas fait attendre. C'est une grande joie pour nous tous, pour la société, parce que notre économie était très chutée. Je pense qu'avec l'ouverture de la frontière, ça va être un progrès pour tout le monde, pour les opérateurs économiques, pour tous les transporteurs. La fin du blocus a lieu à moins d'une semaine de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, prévue le 9 juillet au Mali, où elle est appelée Tabaski, traditionnellement une occasion de nombreuses dépenses. C'est tous nos produits. Le sucre est aujourd'hui à 29 000 francs et cela est dû à l'embargo. Avec la levée, cela va donner un peu de soulagement. Aujourd'hui, pour un produit à 15 000 francs, on est obligé de payer 30 000 francs. C'est un grand soulagement pour les travailleurs du secteur du transport dans ce pays enclavé et essentiellement dépendant des échanges routiers avec ses voisins ouest-africains pour son approvisionnement. Plus le coût du transport augmente, plus les produits augmentent de prix aussi. Si le prix de l'essence baisse, cela réduira aussi nos prix car ils sont tous transportés. Et aujourd'hui, même avec cette levée, si le prix du carburant ne baisse pas, ça ne va pas jouer sur le prix des produits. L'instabilité et les sanctions ont entraîné une révision à la baisse des estimations de croissance du produit intérieur brut de 5,3% à 3,4% pour 2022 et une détérioration des conditions de vie au Mali dont les importations proviennent à environ 42% des pays ouest-africains, souligne un récent rapport de l'ONU. Les sanctions individuelles et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO restent cependant maintenues jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Les forces françaises de Barkhane quittent le Mali et réorganisent troupes et matériel depuis la base aérienne projetée de Niamey, où un partenariat avec l'armée nigérienne doit permettre de continuer à lutter contre les groupes armés terroristes de cette zone sahélienne. Arzouma Compaoré. Conteneurs par dizaines, après les vastes opérations anti-djihadistes dans les sables sahéliens, le désengagement du Mali est une des plus importantes missions des soldats français. 2 à 3 convois aériens par jour et 2 à 3 convois routiers par semaine relient la base de Gao au Mali à celle de Niamey. Un rythme effréné quimposent les courts délais fixés par l'Élysée, car la France doit avoir quitté le Mali d'ici la fin de l'été. On vole tous les jours
quasiment tous les jours, à la discrétion actuellement de la météo et puis des maintenances que l'on doit réaliser sur nos aéronefs. Donc ce qui fait une quinzaine d'heures de mission, quasiment une vingtaine d'heures de vol par jour. Donc ça fait que sur un mois, ça nous fait dans les 600 heures, un peu moins de 600 heures en cumulé. Poussés vers la sortie par une junte malienne hostile, les Français ont entamé leur repli en février au terme de 9 ans de présence ininterrompue pour lutter contre les djihadistes. Après Gossi et Ménaka, les militaires sont en passe de quitter, courant août, leur dernière emprise malienne. Quelques 4000 containers et un millier de véhicules, dont des centaines de blindés au total, doivent être ainsi sortis du Mali par la France. Ce qui change, c'est qu'on est passé d'une intervention en urgence au Mali vers une intervention où le partenaire était plus impliqué, plus intégré. Aujourd'hui, on inverse complètement la relation partenariale. C'est le partenaire qui décide de ce qu'il souhaite faire, qui décide des capacités dont il a besoin et qui conduit lui-même les opérations. Selon les responsables, la complexité de la manœuvre vient des distances à parcourir et du nombre de matériel et d'hommes à sortir en un temps court, sans oublier la présence des groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique. Mais dans cette région du Liptako, les groupes armés terroristes pratiquent l'évitement face à Barkhane depuis quelques mois, confie l'un des chefs militaires. Qu'est-ce que j'ai vu de la présence terroriste ? J'ai vu des empreintes de terrain, des traces de véhicules, j'ai vu des populations qui me rendaient compte, qui me faisaient part des exactions qu'elles subissaient. J'ai eu également l'occasion de manœuvrer face à des motos qui étaient en incursion à partir de la frontière malienne, qu'on a repoussé à chaque fois, qu'on a fait fuir. Et concrètement, on était face à un ennemi qui avait peur de nous, peur des Nigériens, peur de la force et en permanence en train de nous fuir. Ce retrait intervient en pleine flambée des violences au Sahel. Plus de 2000 civils ont été tués au Mali, au Niger et au Burkina Faso depuis le début de l'année, soit déjà plus que les 2021 recensés pour toute l'année 2021, selon les calculs de l'AFP à partir d'une compilation de l'ONG spécialisée ACLED. Au terme de ce repli, seuls 2500 militaires seront maintenus au Sahel contre plus de 5000 il y a encore 2 ans. La France conservera notamment plus d'1 millier d'hommes au Niger, où un groupement tactique continuera de travailler en partenariat avec les forces nigériennes. Également dans l'actualité ce soir au Soudan, des manifestants poursuivaient ce mardi leur sitting contre le pouvoir militaire, alors que le bloc politique civil a rejeté mardi la proposition du général putschiste Abdel Fattah al-Burhan de laisser la place à un gouvernement civil. Le bloc dénonce un retrait tactique destiné à maintenir l'influence de l'armée dans le pays. Les protestataires ont aussitôt monté de nouvelles barricades, esquivant des tentatives des forces de l'ordre de les disperser, ont rapporté des médecins pro-démocratie qui ont recensé 114 morts et des milliers de blessés dans la répression des manifestations contre le pouvoir militaire depuis le putsch du 25 octobre 2021. Le gouvernement de Tripoli a tenté lundi d'apaiser la rue après des manifestations contre les coupures de courant sur fond d'impasse politique dans le pays, en consacrant sa réunion hebdomadaire au secteur de l'électricité dont elle a reconnu avoir sous-estimé les problèmes. La réunion a eu lieu quelques heures avant une manifestation finalement annulée qui était prévue à l'appel d'un mouvement de jeunes à Tripoli pour exiger la tenue d'élections et la dissolution des 2 gouvernements rivaux et des 2 chambres du Parlement libyen. Les organisateurs de la manifestation ont expliqué son report s'inédié par leur volonté de ne pas être mêlés à des auteurs d'actes de vandalisme. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VO Afrique. Je suis Ismaël Obianzé à Libreville au Gabon. Alors que le Kenya se dirige vers une élection présidentielle très disputée à nous, beaucoup s'inquiètent d'une répétition des violences meurtrières observées lors des votes précédents. Le réseau des mères des victimes et survivants appelle toutes les parties à maintenir la paix lors des élections de cette année. C'est un reportage depuis Nairobi de Juma Manjanga, récit Claire Morin-Gibourg. Bena Boulouma, également connu sous le nom de Mama Victor, conserve les seuls souvenirs qui lui restent de ses 2 fils dans sa maison de fortune du bidonville de Mathare à Nairobi.
Le temps des élections rappelle des souvenirs douloureux à cette veuve de 48 ans. Le 9 août 2017, ses fils Bernard et Victor Ocôte, 2 jeunes hommes, ont été abattus à la suite de la répression policière des manifestations électorales dans la région, juste un jour après les élections présidentielles. 5 ans plus tard, les tueurs n'ont toujours pas été tenus pour responsables. Si c'était mes fils qui avaient tué quelqu'un sur la route, ils auraient été arrêtés. Mais les policiers qui ont tué mes fils n'ont pas été arrêtés à cette date. C'est ce qui me fait le plus mal. Je me demande pourquoi. Nous sommes tous des êtres humains et la loi devrait être la même pour nous tous. Mataré, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, avec certains des quartiers pauvres les plus densément peuplés de Nairobi, est connu pour ses violences récurrentes lors des périodes électorales. Chaque fois que nous avons des élections, ils connaissent nos problèmes, mais ils demandent qu'on amène nos revendications, soi-disant pour apporter de l'eau au moulin. Mais ça amène juste plus de violence, parce que tout le monde vit dans la pauvreté et que la violence est déjà là, vous savez. Mama Victor a fondé le réseau des mères de victimes et survivants pour aider les familles à obtenir justice. Le groupe a demandé aux autorités électorales et aux participants à l'élection présidentielle d'août d'assurer la paix pendant les élections. Nous voulons une élection pacifique et ce n'est pas tout. Nous, en tant que mères de victimes, nous voulons que justice soit rendue à nos enfants et une indemnisation. La police kenyane a été accusée d'avoir fait un usage excessif de la force dans le cadre de manifestations passées liées aux élections. En 2007, plus de 1100 personnes ont été tuées dans des émeutes et des attaques après les élections. Cette année, à plus d'1 mois des scrutins, certains experts affichent un optimisme prudent et espèrent que le vote se fera dans la paix. Et ici, aux États-Unis, des changements sont attendus dans la façon dont le pays traite les migrants le long de sa frontière sud. La Cour suprême s'est rangée du côté de l'administration Biden, mettant fin à une politique de l'ère Trump qui obligeait les migrants à attendre en territoire mexicain leur date de passage devant les services américains de l'immigration. La semaine dernière, plus de 50 migrants sont morts dans un camion-remorque abandonné au Texas. C'est un reportage d'Arash Arabazati, récit Yacouba Ouedraogo. La semaine dernière, à San Antonio, au Texas, un employé de la ville a alerté les forces de l'ordre sur ce qui allait devenir l'une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire des personnes entrant aux États-Unis. Les autorités fédérales ont inculpé 4 hommes dans l'opération de contrebande meurtrière où les migrants entassés dans une remorque n'avaient ni eau ni climatisation lorsque le chauffeur les a abandonnés avant de s'enfuir. Cela est survenu la même semaine où la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les protocoles de protection des migrants ou MPP, une politique de l'ère Trump communément appelée « Rester au Mexique ». L'annulation de cette décision est une victoire pour le président Joe Biden. Elle met fin à une politique qui a forcé des milliers de migrants à rester au Mexique en attendant que les tribunaux américains traitent leurs demandes d'asile. Cela conduit souvent les migrants à prendre des mesures extrêmes pour atteindre le sol américain. Nous sommes très satisfaits de la décision de la Cour suprême soutenant notre engagement à mettre fin au programme Rester au Mexique, qui présente des défauts endémiques et provoque une tragédie humaine injustifiable. Nous devons attendre que la décision de la Cour suprême soit effectivement communiquée aux tribunaux de première instance. Selon Mayorkas, ce processus pourrait prendre plusieurs semaines. La décision intervient alors que cette année, des centaines de milliers de migrants ont cherché à entrer aux États-Unis par leur frontière sud. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait savoir que les forces de l'ordre de l'État augmenteraient les points de contrôle des camions pour éviter une tragédie comme celle de San Antonio. Il ajoute que l'administration Biden en est responsable. Beaucoup de ces décès pouvaient être évités si Biden finançait entièrement l'opération de patrouille frontalière des États-Unis et mettait en œuvre les politiques dont la patrouille frontalière a besoin pour faire son travail. Ce travail n'est pas celui du traitement de dossiers qui leur a été attribué. Le travail consiste à la fois à sécuriser la frontière et à faire des choses comme inspecter le véhicule qui transportait ces personnes ayant perdu la vie.
Alors que la politique restée au Mexique va bientôt prendre fin, une autre politique controversée de l'ère Trump reste en vigueur. Il s'agit de la mesure de santé publique prise en réponse à la pandémie de coronavirus qui a empêché de nombreux migrants d'entrer aux États-Unis. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé son intention de rencontrer le président Biden le 12 juillet pour discuter de la migration. On reste aux États-Unis où l'auteur présumé de la fusillade meurtrière qui a fait au moins 6 morts et 26 blessés lors d'un défilé du 4 juillet près de Chicago a été interpellé selon le Chicago Sun-Times qui cite une source policière. L'homme de 22 ans a été interpellé sans incident d'après cette source alors que des centaines de policiers étaient à la recherche lundi soir de ce jeune homme qui, armé d'un fusil puissant, avait tiré sur une foule réunie près de Chicago pour un défilé de la fête nationale. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Puto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Au Gabon, le gouvernement se bat contre la grippe aviaire, un retour de l'épidémie signalé après une forte mortalité de la volaille constatée dans 4 fermes situées à une 50aine de kilomètres de Libreville. Les analyses de laboratoire confirment la présence de la pathologie dans les prélèvements effectués. Depuis près de 2 mois, les autorités ont mis en place un plan de riposte contre le virus H5N1. Ce plan interdit entre autres l'importation de la volaille vivante des pays voisins du Gabon. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé. C'est devenu un rituel. Chaque matin, Amambumba s'assure de la bonne santé de son cheptel de 4000 poules. Comme tous les autres acteurs de la filière avicole, il redoute que l'ensemble des mesures gouvernementales visant à circonscrire l'épidémie ne pèsent trop longtemps sur son activité. Vivement que l'on prouve que l'épidémie est finie. C'est ça. Ce n'est pas les mesures qui font mal, mais il faudrait que l'épidémie soit sincèrement éradiquée, c'est tout. C'est tout. Si l'épidémie est là, mais la décision va s'éterniser. Les fermiers doivent justifier d'un certificat de vaccination vétérinaire pour sortir leurs volailles du Grand Libreville. En outre, une enquête épidémiologique en cours est censée déterminer l'origine du retour du virus au Gabon. La mission a été confiée au laboratoire du Centre international de recherche médicale de Franceville, au sud-est du pays. Ces experts rendent régulièrement compte de leurs activités à la cellule multisectorielle placée sous l'autorité du ministère gabonais de l'Agriculture et de l'Élevage. On ne démontre pas ou on ne rapporte pas de nouveaux foyers. Donc ça veut dire qu'il y a plus ou moins une stabilisation. Mais par contre, on n'est pas sûr, à l'heure actuelle, que le virus ne circule plus. Voilà, c'est vraiment 2 choses différentes. La situation semble être sous contrôle, parce qu'on ne rapporte pas de nouveaux foyers. Mais sur le marché local, la psychose d'une propagation de la maladie est loin d'avoir baissé.
malgré l'autorisation de la réouverture des points de vente de volailles. Aboubakar et ses collègues revendeurs de poules peinent encore à faire des recettes journalières. On a fait presque un mois de galère. Oui, maintenant on a repris. Ce n'est pas facile. Vous savez que non, pendant une journée, on vendait au moins peut-être 40 poules à 50 poules. Maintenant on vient ici, même pour vendre 2 poules, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc c'est dur. On a commencé là, il faut payer les taxes, il faut payer la mairie, il faut payer les balayages, il faut payer, vous appelez comment, ceux qui nous gardent ici au marché. Donc on a beaucoup de choses à payer alors que rien ne marche. Une équipe d'experts visite en ce moment les différentes fermes des villages environnants de Libreville pour des campagnes de sensibilisation et de prélèvement d'échantillons pour analyse, précise le gouvernement. Tout est parti d'une alerte consécutive à une forte mortalité de la volaille, 17 000 au total, constatée dans 4 fermes situées à une cinquantaine de kilomètres de Libreville. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville. De la volaille saine, il en existe heureusement sur la zone de libre-échange continentale africaine qui fonctionne depuis plus d'1 an dans le but de réduire les formalités administratives pour développer le commerce interafricain et sortir des millions de personnes de la pauvreté. Mais le plus grand pacte commercial au monde en termes de pays membres a connu des progrès lents et des résultats mitigés. On fait le point avec Anne Zouanke depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est un récit de Ginny Niwa. Le président du réseau des transporteurs professionnels du Cameroun, Moïse Vokeng, achemine des marchandises vers le Tchad et la République centrafricaine depuis plus de 10 ans. Cela n'a jamais été facile, dénonce-t-il, ajoutant que la zone de libre-échange continentale africaine en place depuis janvier 2021 n'a apporté aucune amélioration notable. Nous avons de la peine à traverser nos frontières. Quand vous partez de Douala pour la Centrafrique, je ne peux pas vous compter les difficultés que nous avons à affronter l'axe Gawaboulaye-Bouam jusqu'en Centrafrique. Pareil pour l'accès au Tchad. Il y a tellement d'exigences que nous nous rendons compte que la libre-échange n'est pas encore effective. La Banque mondiale indique que 84% du commerce africain se fait avec des partenaires en dehors de l'Afrique. La banque affirme qu'une fois mis en œuvre, l'accord sur les échanges hors taxes à l'échelle du continent stimulera le commerce intra-africain, créera des emplois et sortira 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. L'économiste en chef de la Banque pour l'Afrique s'est exprimé sur l'accord de libre-échange continental en juin lors d'un Africa CEO Forum à Abidjan. C'est important de reconnaître l'effort que les leaders africains ont fait pour permettre à la ZLECAf de démarrer. Mais alors, il faudra qu'on continue de travailler pour mieux connecter l'Afrique en termes d'infrastructures, mais aussi en termes d'infrastructures numériques. Les entreprises panafricaines soutiennent que l'amélioration du commerce intra-africain est un défi qui offre un grand potentiel d'indépendance économique. Écoutons Jérôme Petit du groupe Bolloré. Le besoin de l'Afrique de développer une forme d'autarcie, mais dans le sens positif, en ce sens être moins dépendant pour leur propre flux de consommation et de transformation du reste du monde. Et donc développer de la fabrication, de la transformation industrielle et de la production intra-africaine. Tout ceci, bien sûr, ne sera une réalité que si la fameuse zone de libre-échange commercial panafricaine se met en place. Plus de 40 pays africains ont ratifié la zone de libre-échange continentale africaine. Sur le terrain, les commerçants espèrent que les barrières non tarifaires seront rapidement levées pour que les bénéfices puissent commencer. Et que dire du cinéma togolais? Eh bien, il arbore de nouvelles ambitions avec un long métrage qui vient s'ajouter à la filmographie du réalisateur togolais Steven Af. Il s'agit du film Le Coup de grâce, une production cinématographique aux allures hollywoodiennes qui met en avant les efforts des cinéastes togolais pour donner de la visibilité au 7e art en Afrique. C'est un reportage d'Amen Assignon. Sur le tapis rouge, 10 invités de marque, tous sur leur 31, et aussi les fans. Pour son avant-première, le nouveau film du réalisateur togolais Steven Af, intitulé Coup de grâce, n'a pas manqué de faire sensation. De l'action, mais aussi et surtout du suspense et de vives émotions. C'est ce que promet cette production cinématographique aux cinéphiles. Long métrage de 115 minutes, Le Coup de grâce
est inspiré des réalités politiques africaines. Le coup de grâce, c'est l'histoire d'une première dame avide de pouvoir qui comporte l'assassinat de son mari et afin de pouvoir lui succéder. Et il faut dire quand même que la politique en Afrique m'inspire beaucoup. J'ai choisi une femme parce qu'il y a des femmes politiques ou des femmes qui veulent le pouvoir, des femmes de pouvoir, mais tout en sachant que l'histoire est une histoire africaine et qui parle de la politique en Afrique. Tourné dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le film a été réalisé avec des acteurs togolais en majorité, mais aussi des acteurs internationaux. Un classique panafricain qui a réuni de grands acteurs nationaux et internationaux, les Michel Boéry, Serge Henry du Burkina, Aldo Bossou du Bénin, Nastou Traoré également. Au Togo, nous avons de grands acteurs très talentueux. Je peux citer entre autres Sanvi Alouassio, Jérémy Blagodier. Le cinéma togolais a du mal à s'exporter, mais ce film de Steven Haff relève le défi d'une industrie cinématographique qui se performe et se professionnalise davantage. Ça fait plus de 10 ans que moi je travaille et j'ai vu l'évolution qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu comme production, tout ce qu'il y a eu comme distinction des cinéastes togolais à gauche, à droite dans des festivals, tout ce qu'il y a eu comme production internationale et qui sont diffusées sur des chaînes de télévision et tout ce qui continue pas à se faire aujourd'hui. Donc je pense qu'avec ça, on peut que se dire que le cinéma togolais a de beaux jours. Très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Malgré les difficultés liées au financement et à la formation des acteurs, le cinéma togolais a beaucoup à offrir, en témoigne ce film, et aussi l'engagement des autorités à moderniser le 7e art au Togo, notamment avec l'adoption en septembre 2021 du Code du cinéma et de l'image animée. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. Merci Amen. Et avant de nous quitter, allons dans la ville brésilienne de Sao Paulo où un agent publicitaire a construit son propre paradis à plumes en ouvrant un centre de villégiature en plein air pour les oiseaux. Les clients de Marcelo Maximo, 53 ans, viennent de toute la ville pour se rendre au MM Resort Big Bird, un refuge de rue où il pense manger, s'hydrater et jouer. L'idée lui est venue pendant la pandémie lorsqu'il a commencé à travailler à domicile pour vendre des meubles en ligne après avoir été licencié. Il sortait dans la rue pour travailler avec son ordinateur portable et voyait passer un grand nombre d'oiseaux. Il a donc décidé de leur construire des maisons. Outre les mangeoires et les aires de repos, les oiseaux peuvent également profiter d'une aire de jeu avec des ascenseurs, une antenne et une série de jouets. Maximo note que de plus en plus de gens viennent de toute la ville pour voir ces oiseaux. Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.